Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez eu de très très bonnes lectures. Je vais vous parler des lectures qui m'ont accompagnée pendant ma petite pause de 15 jours. Et encore, je ne vais pas vous parler de toutes mes lectures, étant donné qu'il y en a une en particulier qui compte pour le challenge l'été en série. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée au challenge l'été en série pour faire le petit bilan. En attendant, je vais quand même vous parler de 4 lectures, c'est quand même pas mal. On va commencer du coup par la première. Ah, la fille qu'enfonce des portes ouvertes. Donc, forcément, qui dit l'été en série, qui dit point lecture, qui dit blablabla, il y avait très longtemps que je ne vous avais pas parlé des Chroniques de Sainte-Marie de Jody Taylor. Ici, je vais vous présenter le tome 6 en cas de problème, toujours aux éditions Hervé Chopin. Il s'agit quand même d'un tome 6. Pour ceux qui débarquent, qui ne connaissent pas la série, on est dans un institut un petit peu particulier, l'Institut Sainte-Marie, qui regroupe pas mal d'historiens, forcément qui travaillent sur l'histoire. Voilà, là, du coup, je ne réinvente pas la poudre. À ceci près que dans cet institut, les historiens étudient l'histoire, oui, mais au plus près, si l'on peut dire, car ils empruntent des modules qui les fait sauter dans le temps, et du coup, ils atterrissent là où ils veulent étudier les périodes historiques bien particulières. Et voilà, dans chaque tome, on évolue dans différentes périodes de l'histoire. Et donc ici, dans ce tome 6, on retrouve Maxwell, dite Max, qui est historienne aussi. Elle a vécu énormément de péripéties. Et dans ce tome-ci, elle est formatrice d'apprentis historiens. Elle va leur apprendre les bases des sauts dans le temps, et ce qui fait tout bon historien de l'Institut Sainte-Marie. Alors, évidemment, hein, on est à Sainte-Marie. Max, à qui il arrive un bon nombre de bricoles à chaque fois qu'elle saute dans le temps, et bien évidemment, il va arriver des bricoles également à ses apprentis. Ils vont, comme qui dirait, apprendre plus que sur le tas, ce qui fait un bon historien de Sainte-Marie. Alors, évidemment, on rigole, on tremble, on aperçoit quand même une facette de Maxwell un peu différente, car là, on est vraiment dans du transfert de savoir, du transfert de méthode. Et d'ailleurs, l'autrice disait que c'était peut-être son tome préféré de la saga, car elle a aussi enseigné, et elle a pris beaucoup de plaisir à écrire ce tome et à transmettre un peu son expérience de formatrice dans ce tome. Alors voilà, on va voyager dans la préhistoire, hein, parce que là on voit quand même des mammouths. On va partir dans l'Égypte ancienne. J'ai beaucoup aimé, autant vous dire que j'ai beaucoup aimé ce saut dans le temps. Et on va aussi aller à Rouen le jour de l'exécution de Jeanne d'Arc. Voilà, j'ai encore une fois passé un très 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 bon moment avec tous les personnages de Sainte-Marie. Franchement, je me lasse pas de cette saga. Si vous la commencez, alors voilà, si dès le premier tome vous adorez le reste de la série. Si le premier tome ne passe pas, passez votre chemin, parce que vous n'aimerez pas la suite. Cette saga, c'est où on aime dès le départ, où on n'aime pas. Mais je peux vous dire qu'une fois que vous aimez, vous êtes accro jusqu'au bout. En cas de problème, ce tome 6 ne faillit pas à la règle. Et puis, j'ai beaucoup aimé la fin,
parce qu'il arrive quand même un événement dans la vie de Max, et elle doit l'annoncer annoncer à ses proches. Et je dois dire que la façon qu'elle a d'annoncer d'annoncer cette nouvelle à son compagnon, c'est quand même pas mal. Fallait trouver, fallait oser. Et franchement, j'ai adoré, mais plus qu'adoré, ce tome 6, et j'ai hâte de lire la suite, bien évidemment. Ensuite, j'ai lu un livre que je n'ai plus en ma possession parce que je l'ai redonné à la bibliothèque. C'est Steam Sailors, le tome 2, Les Alchimistes de E.S. Green, publié aux éditions Gulfstream. Je vous mettrai la couverture ici. Est-ce que je dois revenir sur le coup de cœur qu'a été le tome 1? Je vous mettrai dans le petit, ici, la vidéo dans laquelle je parle de ce coup de cœur. Donc forcément, j'étais absolument ravie, plus que ravie même, d'avoir le tome 2 en ma possession. Et quand je l'ai lu, ça a été un énorme plaisir de retrouver l'équipage de l'héliotrope, là où je l'avais laissé à la fin du tome 1, et du personnage de Prudence. Donc, voilà, pour juste vous resituer, alors c'est pas un spoil, hein, parce que de toute façon, on en parle sur la 4e de couverture, dès le départ de ce tome 2. L'héliotrope a enfin réussi l'exploit de retrouver la cité perdue des alchimistes. Chose que, voilà, exploit que bon nombre d'explorateurs et d'aventuriers avaient essayé de faire auparavant et qui n'avaient jamais réussi. Et l'équipage de l'héliotrope, avec Prudence, ont réussi cet exploit. Et ils retrouvent donc, excusez-moi, je me gratte le nez tout le temps, mais c'est un truc qui me démange, c'est affreux, pardon. Donc ils arrivent à cette fameuse cité perdue des alchimistes, et passé l'émerveillement de cette découverte, ils vont également découvrir un sarcophage cryogénique avec à l'intérieur le corps momifié d'un des derniers alchimistes. Voilà, c'était la cerise sur le gâteau, mais la surprise est, voilà, c'est même plus la cerise sur le gâteau, c'est le petit parapluie sur votre cocktail. C'est à l'approche de Prudence. Prudence réveille ce dernier alchimiste, et ils vont être en contact l'un avec l'autre, et Prudence va découvrir un peu plus sur sa personnalité cachée. Et donc cet alchimiste annonce à tout l'équipage qu'il y a d'autres alchimistes qui sont endormis, qui sont cachés de par le monde, et la mission de l'équipage de l'héliotrope va être de mettre la main sur ces fameux alchimistes afin de la réunir dans la belle cité perdue. Et donc dans ce deuxième tome, on va suivre les aventures de l'équipage d'une partie de l'équipage de l'héliotrope à la recherche de ces alchimistes perdus. Alors dans ce tome-là, Prudence, elle est un peu plus en retrait par rapport au tome 1. Elle intervient un peu plus dans la dernière partie du roman, mais là le roman est un peu plus centré sur ses compagnons de voyage, sur ces pirates qui vont évoluer dans un univers qui n'est pas forcément le leur, hein, qui n'est pas l'héliotrope en tant que tel. Ils vont développer un peu plus de leur personnalité. On va en apprendre un peu plus sur eux, sur leur passé d'avant l'héliotrope. Parce qu'une fois que les pirates prêtent allégeance à l'héliotrope et à son capitaine, tout ce qui s'est passé avant est oublié. On oublie complètement, on fait table rase du passé, c'est vraiment le moment de le dire, on fait vraiment table rase du passé, et du coup, on ne sait pas trop ce qui leur est arrivé avant, et grâce à ce deuxième tome, on en apprend un petit peu plus sur le passé de certains d'entre eux. J'ai trouvé ça vachement intéressant, et E.S. Green a vraiment construit des personnages qui gagnent en profondeur, qui gagnent en épaisseur au fur et à mesure du récit, et je trouve ça vraiment chouette, parce qu'on aurait pu avoir des pirates vraiment très sympathiques en surface, mais dont on ne connaît rien, et franchement on s'y attache vraiment de plus en plus,
Je suis donc arrivée à la fin du tome 2, et là je me suis dit, mais non, non. Personne m'avait dit que c'était une trilogie. Hein, personne ne me l'avait dit. Pour moi, Steam Sailor, c'était une duologie. Donc je me disais, je vais avoir le fin mot de l'histoire au tome 2. Je ne vais pas être frustrée. Ben non, je suis frustrée. Voilà, là, tel que vous me voyez, je suis en état de frustration extrême. Parce que va y avoir une suite. Et la suite n'est pas prévue pour tout de suite. Donc je suis frustrée. Donc quelque part, je suis contente parce que je vais retrouver les personnages de ce roman de fantasy qui a vraiment été un coup de cœur. C'est vraiment quelque chose que je n'attendais pas. Et c'est vraiment chouette d'avoir des coups de cœur là où on ne s'y attend pas. Voilà, ça donne des coups de cœur avec une saveur encore plus particulière. J'ai adoré le tome 2. C'est pas un coup de cœur comme le tome 1, mais j'ai vraiment aimé ce tome 2. Et donc, voilà, vous l'aurez compris, hein, j'ai vraiment hâte de retrouver tous les personnages, Prudence, les alchimistes, les pirates, dans le tome 3, parce que, voilà, vu la fin du tome 2, on n'est pas encore à l'abri de vivre des aventures trépidantes. Autre lecture que j'ai faite pendant ma pause, j'ai découvert Outsphere, le tome 1 de Guy Roger Duvert, publié aux éditions Inceptio. Donc les éditions Inceptio m'ont proposé ce titre en service presse. J'ai tout de suite accepté, parce que vu le 4e de couverture, on nous parlait, c'était un roman de SF. Alors c'est un tome 1, c'est un roman de SF. Le roman commence avec le réveil d'un équipage d'un vaisseau l'équipage a été cryogénisé pendant 80 ans. Et on assiste à leur réveil juste avant l'atterrissage sur une nouvelle planète qu'ils vont coloniser, car cette planète a à peu près les mêmes qualités que la planète Terre, et ils vont commencer la colonisation de cette nouvelle planète. Mais avant de faire l'exploration, ils vont quand même envoyer quelques sondes pour voir s'ils peuvent y aller sans danger. Voilà, il y a une faune, il y a une flore, et il apparaît qu'il y a des habitants aussi sur cette planète. Et donc ils vont aller voir, pas les espionner, mais ils vont un peu les observer pour voir s'ils sont un danger potentiel. Et les premiers contacts qu'ils ont avec cette population, voilà, ils ne sont pas accueillis. On ne peut pas dire que les colons sont accueillis à bras ouverts par cette population. Il y a aussi de nombreux dangers dans cette faune. Donc, ils continuent un petit peu à explorer cette nouvelle terre. La colonisation se passe peu ou prou, et au bout de quelques temps, ils ont la surprise de voir arriver un deuxième vaisseau, a priori terrien, et les occupants de ce vaisseau leur apprennent qu'ils sont terriens, tout comme eux, mais ils ont muté génétiquement, ils sont capables de se synchroniser les uns avec les autres pour avoir une information commune. Ils ont développé un esprit communautaire, et du coup, ils ont appris qu'ils étaient vraiment les derniers habitants de la Terre. Eux, ils ont mis 60 ans pour venir rejoindre les premiers colons. Et en 20 ans de temps, on s'aperçoit quand même que la population terrienne a quand même grandement évolué. Et autant dire que la cohabitation entre les deux générations de colons ne se fait pas sans quelques difficultés, car du coup, ils ont un petit peu de mal à se comprendre. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à s'entendre? Est-ce qu'ils vont arriver à comprendre les mystères qui peuplent aussi Éden, parce que c'est le nom qu'ils ont donné à cette nouvelle terre? Et voilà, ils ont construit un habitat sous dôme qu'ils appellent Outsphere.
Et voilà, tout ce petit monde va évoluer gentiment dans ce tome 1. Et dans ce tome 1, l'auteur nous explique et nous explique comment les deux générations de colons plus la peuplade, on va pas dire primitive, mais peut-être un peu par rapport à la somme de technologie qu'apportent les colons, et les relations avec cette peuplade primitive. Et donc, le premier tiers du roman, c'est assez rythmé. Les chapitres sont courts, on apprend un petit peu à connaître les personnages, les militaires, les scientifiques, les objectifs de chacun et comment allier les différents objectifs avec ceux des autres, ce qui n'est pas simple entre les militaires et les scientifiques. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux et les personnages secondaires aussi, mais aussi la découverte de cette nouvelle terre avec ses mystères. Ils découvrent des ruines sur la planète. Ils vont évidemment vouloir les explorer pour pouvoir en apprendre un peu plus. Et on va découvrir qu'il y a un certain nombre de mystères derrière ces ruines. On va également explorer un satellite qui se situe en marge de cette nouvelle planète. Alors dans le deuxième tiers du roman, il ne se passe pas grand-chose. L'auteur met en place un certain nombre continue à construire son univers et il implante quand même un certain nombre de mystères, un certain nombre de questions dont toutes ne trouveront pas réponse dans ce tome 1. Et le dernier tiers, il est mené tambour battant. Je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe dans ce dernier tiers, mais voilà, et moi j'ai pas lâché le dernier tiers de ce roman parce que c'était vraiment, le suspense c'était prenant, c'était haletant et ça engage quand même un tome 2 assez prenant aussi. Alors il faut savoir que ce roman a été auto-édité par l'auteur dans un premier temps et il a été repéré par Inceptio qui les a publiés. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, le tome 2, pour pouvoir poursuivre ma découverte d'Éden et des habitants, des colons et de la peuplade primitive. C'est vraiment une très très belle découverte. Je vous encourage vivement à découvrir ce roman si vous êtes adepte de SF. C'est un très très bon roman de SF. J'en lis très peu, mais j'avoue que celui-ci m'a beaucoup plu. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite d'Outsphère. Et enfin, je vais vous parler d'une très très belle découverte que j'ai faite dans le cadre de la rentrée littéraire. Dans ma précédente vidéo, Parlons peu, parlons livre, je vous parlais des 520 ou 521 romans qui vont sortir pour cette rentrée littéraire. Et moi, j'ai eu la chance de recevoir des éditions Les Escales dans leur collection Domaine français, Les Aquatiques d'Oswald Lewat. C'est un premier roman d'une jeune femme d'origine camerounaise. Et elle va nous entraîner dans la découverte de la vie de Katmé Abia, qui est enseignante de formation, mais qui a laissé tomber, qui a un peu mis sa carrière entre parenthèses pour suivre son mari dans sa carrière politique. Son mari est préfet d'une province africaine et il a quand même des velléités politiques. Il est jeune membre actif du parti majoritaire et il a quand même des ambitions politiques assez prononcées. Et donc du coup, Katmé a mis un petit peu en retrait son avenir professionnel pour aider son mari dans sa carrière politique. Elle a un ami d'enfance, Samy, qui est un artiste, qui fait énormément de peinture, de sculpture. Il commence un petit peu à démarrer, à avoir un certain succès, mais bon, c'est pas non plus la panacée. Mais voilà, c'est un ami d'enfance, ils ont grandi ensemble et ils ont une relation très très forte. Elle en parle comme si c'était son frère, alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Mais ils ont vraiment développé une très très belle relation de frères et sœurs de cœur. Et c'est parfois aussi une relation qui est encore plus forte
que les relations frères et sœurs de sang. Et donc, tout ce petit monde évolue bien gentiment jusqu'au jour où Katmé reçoit une lettre de la petite bourgade où est enterrée sa mère, et on lui annonce que la tombe de sa mère va devoir être déplacée car elle se trouve sur le trajet d'une nouvelle route qui va desservir cette bourgade. Et on apprend que voilà, Katmé en veut énormément à sa mère d'être d'être décédée très jeune. Parce que du coup, elle et sa sœur ont été livrées à elles-mêmes. Elles n'ont pas eu la vie facile après la mort de leur mère. Elles ont été brinque-ballées, elles ont été recueillies par une personne qui n'était pas vraiment très aimante, qui les a recueillies. Mais bon, voilà, on en apprend un petit peu plus au fil du roman. Mais il faut savoir que Katmé conserve une colère rentrée, une rancœur vis-à-vis de sa mère qui les a laissés, à son sens, tomber, elle et sa sœur, très jeunes. Et déjà qu'elle n'avait pas énormément montré sa tristesse lors du premier enterrement de sa mère, l'idée de devoir transférer sa tombe ailleurs ne l'enchante pas des masses, mais son mari y voit un prétexte pour faire décoller sa carrière politique. Et il prend cet événement à bras le corps et enjoint donc sa femme à prendre part au projet, à monter une cérémonie officielle de transfert de tombe dans laquelle il va inviter un certain nombre de personnes très en vue dans le parti pour pouvoir donner un coup de boost à sa carrière. Et ça, Katmé, ça la gonfle, hein, très concrètement, ça la gonfle. Et il va arriver aussi un autre événement, à savoir l'arrestation de Samy. Il va être jeté en prison pour un prétexte qui nous semble complètement déraisonnable, nous, en France, mais qui apparemment en Afrique est tout à fait, au Cameroun, est tout à fait concevable. Voilà, il a été, Samy a été dénoncé. Je vous spoile rien, hein, c'est dit très très rapidement dans le roman. Il est enfermé sous le prétexte qu'il est homosexuel. Et je peux vous dire que être homosexuel en Afrique, ça n'a rien d'une partie de plaisir. C'est pas le Club Med, hein, là-bas. C'est voilà, en France, dans les pays dits occidentaux, les homosexuels sont, voilà, bon, ils sont peut-être mal vus encore, mais en Afrique, c'est même pas le fait d'être mal vu, quoi. C'est horrible. c'est juste horrible. Les homosexuels restent cachés. Ils sont obligés de se cacher. Ils ne vivent pas au grand jour. Et du coup, l'arrestation de son meilleur ami et de son frère de sang va bouleverser le quotidien de Katmé et remettre en perspective un certain nombre de choses sur sa vie de femme, sur sa vie d'enseignante, sur le fait qu'elle ait mis sa carrière entre parenthèses pour son mari. Et elle va même remettre en cause son mariage. Parce que son mari est un illustre connard. Voilà. Faut dire les choses comme elles sont, c'est un gros connard. Il est misogyne, voilà, c'est sa carrière à lui en premier, c'est ce qu'il pense lui d'abord, ce que pense sa femme, il s'en fout. Il s'en fout littéralement. Il me dit, ouais, oh, c'est bon, ça te passera. Oui, oui, ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour libérer Samy, alors qu'il n'en a rien à secouer. C'est plutôt un énorme caillou dans sa chaussure, et il veut plutôt se débarrasser de ce caillou de sa chaussure. Et on apprend aussi énormément de choses sur la vie des femmes, en Afrique. L'autrice nous dépeint un peu cette Afrique entre modernité et tradition, sur le combat de ces femmes qui veulent s'émanciper des traditions de leur famille, de leur entourage, de leur mari, pour pouvoir vivre
pleinement leur vie comme, comme des femmes modernes, comme des femmes occidentales. Et, euh, et c'est une très très belle plume. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je l'ai lu franchement, je l'ai lu en 2 jours. Et il y a une scène là-dedans qui m'a choquée, qui m'a dégoûtée. Pourtant j'en ai lu des trucs dégueulasses et des trucs glauques dans les thrillers. Mais je sais pas, ici, la scène que j'ai lue, elle se déroule quand même sur 3 4 pages. Et visuellement, il a fallu que je m'arrête à un certain moment de ma lecture parce que c'était trop, quoi. Je voyais non seulement je voyais pertinemment comment les bourreaux s'acharnaient sur leurs victimes, mais je me mettais aussi à la place de la victime qui s'est vue la souffrance qu'elle a endurée et elle s'est vue mourir, quoi, littéralement. Elle s'est vue mourir. J'en ai vu des trucs glauques et dégueulasses, hein. Mais franchement, celle-ci, elle m'a vraiment choquée. Elle m'a remuée tout simplement parce que je me suis dit que cette scène a très bien pu arriver. Il y a bien, je reste persuadée que quelqu'un a vécu ce que le personnage a vécu là-dedans. J'en suis intimement convaincue et franchement c'est terriblement choquant. C'est que, voilà, qu'au XXIe siècle des gens meurent encore de cette manière. C'est horrible, c'est révoltant, c'est décourageant malheureusement parce que la nature humaine est ce qu'elle est. Mais voilà, j'ai adoré cette plume. Voilà, c'est vraiment le premier roman de cette jeune femme qui vit en France. Je lirai, hein, j'ai vraiment découvert une très très belle plume et je vous encourage vivement à découvrir ce roman. Si vous ne lisez qu'un roman de la rentrée littéraire, je vous encourage à lire celui-ci parce que c'est une très très belle plume pour un premier roman. Il n'y a pas de, voilà, j'y ai pas trouvé de défaut et je m'en colle les lunettes. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Katmai qui évolue grandement dans ce roman, qui est une jeune femme très, très actuelle et qui, voilà, avec un événement qui arrive dans sa vie, décide de tout remettre en question. Je trouve ça vraiment passionnant et je vous encourage vivement à découvrir La plume de Oswald Lewat aux éditions Les Escales. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans ou ce que vous avez lu qui vous a tapé dans l'œil récemment. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si cœur vous en dit, à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!